Bonjour, c'est Macadébaran. Je suis avec l'éminent Bertrand Meust, sommité dans l'ufologie française, puisque vous êtes là depuis très longtemps. Et aussi, vous êtes professeur de philosophie, oui, oui. Voilà, également. Et vous êtes de l'école, un peu de l'époque, hein, d'Aimé Michel, de Jacques Vallée, toute cette époque-là. Est-ce que tu peux me dire votre parcours au tout début? Dans le domaine de l'ufologie. Oui, dans le domaine de l'ufologie. Eh bien, c'est très simple. J'ai lu en terminale un bouquin que m'avait recommandé un ami de Bruxelles, et c'était le livre de Michel. Et tout de suite, je me suis dit, mais si ça c'est vrai, on devrait penser comme ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne pense pas comme ça. Donc, à partir de là, j'ai commencé à lire sur la question. J'ai été voir les Fouérés. C'était un peu plus tard, deux ans, deuxième année de fac, je crois, quelque chose comme ça. Et les Fouérés sont devenus un peu mes deuxièmes grands-parents, en quelque sorte. Ouais. Donc j'ai participé à des enquêtes pour le GEPA, notamment le cas de TV. Bon. Et ensuite, j'ai commencé à entrevoir la possibilité d'un livre à partir de 75. Oui. J'ai eu l'intuition de ce que j'expliquais aujourd'hui, les lusidités, et l'influence de la science-fiction. Et donc voilà, c'est comme ça que tout est parti. Je rappelle qu'on est à Ex-Situ. Vous avez fait donc une conférence organisée par Témian, voilà, Ex-Situ à Carcassonne. Et donc en fait vous aviez soumis ce livre à Aimé Michel au départ, parce que au départ vous ne saviez pas trop s'il était valable en quelque sorte, et vous hésitiez. C'est pas la peine de m'introduire, parce que j'ai déjà dû raconter ça ailleurs. En fait, en réalité, pendant presque une fois que le livre a été fini, je n'osais pas le soumettre à Aimé Michel. Donc pendant presque 2 ans, j'ai perdu du temps à essayer de prospecter moi-même des éditeurs, et je choisissais les plus mauvais possibles en me disant comme ça ils m'accepteront peut-être. Mais même là ça ne leur allait pas, j'accédais la réponse habituelle, ça pourrait être très intéressant, mais ça n'est pas dans l'esprit de la collection, etc. Et puis Aimé Michel, à un moment, il s'en est un peu s'emparé de la chose. Et 15 jours après, j'avais rendez-vous chez Simone de Bellard. Pour moi, on publie un livre, ça se passe comme ça et pas autrement. Et donc le premier livre donc, aborde la science-fiction. L'idée aussi, c'est que vous étiez très intéressé par la littérature comme Robert le Conquérant. Oui, la science-fiction. Oui. Voilà. Et ce qui a amené justement un peu à ce qu'a parlé Vallée, justement, Jacques Vallée, sur les dirigeables de 1897 aussi. Voilà, Jules Verne écrit ce livre en 1886, Robert le Conquérant, et 10 ans après on a cette vague. Voilà, c'est comme ça qu'est née mon intuition de fait de ce genre, celui-là entre autres. Oui. J'ai travaillé sur cette vague aussi, les archives. Donc ça m'avait frappé, et je me suis demandé si on ne pouvait pas généraliser le propos. Et je me suis aperçu que ça marchait complètement, et qu'il y avait même beaucoup plus de faits que je pouvais imaginer au départ. C'est l'idée du Zeitgeist, qui évoque aussi Eric Doerfer, cette idée de l'esprit du moment. En fait, le phénomène, s'il est endogène, peut-être qu'il s'adapte, il lui faut 10 ans de couches dans l'inconscient collectif pour arriver. Et là, une fois que l'idée du Robert le Conquérant, l'idée de Jules Verne est arrivée, il faut 10 ans, et là elle arrive. 10 ans, il faut faire des idées. Une durée plus ou moins longue, oui. Mais pas très longue. C'est de l'ordre de décennies. Ouais. Toute l'imagerie que j'ai montrée tout à l'heure là pour étayer mon propos, c'est en gros, enfin ça commence à 1880, ouais. Mais en gros ça commence en l'essentiel, c'est entre 1920 et 1946. J'arrête à 46 pour des raisons d'évidence. Donc effectivement, c'est rapide. Alors c'est vrai que vous êtes arrivé à une période où justement il y a une révolution dans l'ufologie,
Puisqu'arrive Jacques Vallée, qui lui le premier, avec Passepartout Magonia, aborde cette idée première, primordiale en fait, justement, de la dimension spéculaire, de la dimension miroir, qui a amené après Pierre Viroudy, et là ça fait exploser un peu l'écologie, en quelque sorte, avec Eric Zorcher aussi. Voilà. Toute cette période-là a été novatrice, et c'était longtemps presque mal vu, hein, il a fallu s'imposer, maintenant c'est presque dans les mœurs maintenant, mais ça a été très longtemps, et vous avez fait partie de cette époque-là. J'avais lu évidemment Vallée, essayé d'apporter, lui il avait curieusement, lui qui avait écrit, il avait remporté le crédit au Jules Verne, mais il n'avait pas tellement fait le rapport avec la science-fiction, il avait fait le rapport avec le folklore. Oui, le folklore, l'Irlande. Et c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai fait le rapport avec la SF que j'ai publié en 78, et après en 85, j'ai publié Science-Fiction. Oui, ah oui, il y avait celui-là après. Voilà. Et donc là, j'ai exploré plus en profondeur. Et à ce moment-là, j'étais en train de me rendre compte du parallèle qu'on pouvait faire avec les mythologies, avec les initiations, avec le folklore des fées, des corridors, etc. Ben, il y a tout ce côté aussi de l'échange, ça qu'on retrouve dans Soucoupe volante et folklore. Ce qu'on retrouve, c'est d'échange de nourriture. On retrouve la gentilhommerie irlandaise qui demande de l'eau du puits, les farmers, entre guillemets, farmers, qui se déguisent en farmers dans les archives, ils demandent de l'eau du puits également, en échange des fois de nourriture. Joe Simonton, Eagle River, 61, on retrouve toujours les martiens de Gary Wilcox. Il donne à qui le personnage demande s'il a faim. Oui. Sur ça, qui vient de tirer un élan. Donc, effectivement, ce sont des strates, comme j'expliquais dans ma conférence, ce sont des strates plus anciennes, des âges de l'esprit, qui se combinent, parfois ça se juxtapose, et parfois carrément ça se mélange, ça s'harmonise. Comme dans le cas d'Émile-Saint-78, il y a ces pierres noires, le témoin prend des pierres noires, ça a l'air très bon, mais en fait, quand on voit dans la mythologie polonaise, on se rend compte qu'en fait, ce sont les pierres des démons. Émile-Sine, oui. Émile-Sine. Oui, celui-là est typique. Oui. Il est partout. J'ai une affection particulière pour ce cas. Et il y a trois cas aussi qui sont intéressants. C'est l'idée qu'on vous donne un objet puis on le reprend. La carte de Betty Barney, on ne la donne pas. Ah ben ça, c'est les mécanismes de l'élusivité. Villas-Boas. Je monte et je retire. Villas-Boas, le cube de Villas-Boas, on ne peut pas. Et même les bas, enfin, je montre et je retire. Les bas de Rosalotti. Rosalotti, par exemple, ils veulent lui donner une petite boîte. Bon, ils lui prennent ses bas quand même, hein, mais la petite boîte, ils lui donnent pas. Qui est en cuir d'ailleurs. Il y a toujours cette symbolique. Bon, puis il y a un côté aussi ironique. Il y a un côté ironique. Il y a un côté, c'est ne nous croyez pas trop. Les uniques. Oui. Et puis il y a aussi ce cas de Marius de Wild aussi, vous avez abordé dans le folklore, l'idée justement aussi que le diable en fait revient une fois par an pour prendre la poule. Ah oui. Et donc il y a ce lien aussi qui est très intéressant. Alors il me semble que j'avais argumenté que de Wild était d'origine gitane. Et il avait probablement eu accès à des croyances de ce genre. Voilà. Parce qu'il y a eu l'histoire de la poule, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai. Et aussi, c'est aussi l'idée du métalangage, par exemple le cas en Côte d'Or de 54 où le témoin en fait c'est le voile de la Leteia. Il enlève son voile et il montre un œil qui pleure. C'est un cas particulier. Vous avez évoqué dans ce folklore, Eric Zorcher l'a abordé aussi. Oui. C'est un peu la Leteia, c'est le voile d'Isis. Oui. Bon, c'est un cas qui est moins connu. Hein. L'évolution du phénomène OVNI actuellement, il semble, il y avait ce côté très de les boulons, ce côté, on était dans le côté justement avec le côté diurne, le côté trace au sol, dans les années 50, les gros boutons, les casques, tout cela, et maintenant on dirait que
ça se désensibilise en quelque sorte, ça disparaît, ce côté matériel disparaît au profit comme l'actualité en fait. Alors en fait, matérialise, je voulais dire un truc très simple dans la conférence, là, mais j'ai pas eu le temps de dire, comme beaucoup d'autres choses. En fait, j'appartiens à une génération, moi, pour qui les ovnis étaient dans les bois, dans les champs, dans le ciel, si on y croyait, ou dans les esprits si on n'y croyait pas. Et là, maintenant, nous avons une génération de gens pour qui l'OVNI est dans Internet. Oui. Et donc, à partir de là, n'importe quelle personne sur Terre, quelle que soit sa culture aujourd'hui, a un smartphone qui lui permet d'avoir à sa disposition toute l'information sur les ovnis, même si elle n'est pas préparée. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'explosion qui se produit, et j'aurais tendance à dire, quand on entre dans ce bazar, moi ça m'intéresse plus. Oui. Je ne peux plus rien dire, je ne peux rien prévoir. Je pense par exemple que les révélations américaines, la pseudo-disclosure. La pseudo-disclosure, c'est un produit c'est du Condon Blue Book. C'est un produit d'Internet, c'est un produit du smartphone. C'est tellement gros que... Oui, alors là, je maintiens fermement mon jugement que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Je ne crois pas un instant. Pour moi, parce que ça serait le seuil de passage de la science-fiction serait révélé, serait brisé, passé, voilà, serait passé. Et donc à partir de ce moment-là, il y aurait un effondrement complet de la société humaine telle qu'on la connaît. Par exemple, en ce qui concerne Roswell, pour vous, peut-être pour moi aussi, c'est qu'il s'agirait peut-être ce serait fomenté par le phénomène lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, tout crash, pseudo-crash, entre guillemets, il n'y a pas d'ovni en panne, il n'y a pas d'ovni qui crash, tout ça est organisé, voulu par le phénomène lui-même. L'idée du système de contrôle de donc c'est l'éligibilité, c'est-à-dire que si par exemple, supposons que le type Lagrange qui prétend maintenant on parle plus des humanoïdes congelés de Roswell, on parle de résidus organiques. Ma prédiction, c'est que si à la limite on finit par trouver des résidus organiques, je prédis qu'ils seront d'une nature telle qu'on ne pourra rien en conclure, ça sera très difficile, et que comme d'habitude, tout restera dans l'incertain, comme le cas par exemple des implants. Ils sont toujours, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'implants, mais ce sont des substances parfois organiques assez étranges, et finalement ça ne rentre pas. Donc, je maintiens, voilà. Donc on m'a dit, oui, mais quand même, vous risquez d'être contredit. Quand j'avais fait l'article pour la revue américaine, moi j'ai dit, ils m'ont posé cette question dans les viewers. Je leur ai dit, c'est ma prédiction. Donc donc c'est une hypothèse testable. Donc si elle est détruite, si on présente les faits, je m'en je serais très content, mais ce serait vraiment extraordinaire, mais je ne crois pas que ça arrivera. Alors le phénomène semble toujours préfigurer ce qui va arriver dans les années à venir. Donc les farmers des dirigeables disent que ça va remplacer le chemin de fer. Également d'autres cas, Abbiat Guazzone, par exemple le cas d'Abbiat Guazzone, c'est en Italie où il y a le sidérurgiste qui voit un soudeur en face de lui, et puis il a l'impression qu'ils ont l'air d'être des cosmonautes, et il se rendra compte. 30 ans après, mais c'est ce que j'ai vu, exactement ce que j'ai vu. Il y a plein de cas comme ça où le phénomène aussi s'auto-invalide. Il s'auto-invalide parce que... c'est ce qui existe de oui, c'est ça. Il s'auto-invalide parce qu'il y a souvent un phénomène naturel qui est au même endroit, au même moment. Alors, une fois de plus, l'élusivité pour moi peut s'interpréter à deux niveaux, soit faible, soit forte. Si elle est faible, c'est simplement un système que les humains ont inventé pour persister dans la illusion. Si elle est forte, c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste à nous, avec un contrôle absolu de ce qu'il fait. C'est la deuxième hypothèse que j'ai essayé de soutenir. Et aussi, alors, souvent on dit que le phénomène nous fait évoluer, mais nous ne nous fait pas involuer au contraire. C'est qu'en fait, le phénomène nous trompe souvent. Souvent, on nous trompe à divers niveaux quand même. Ça suscite tout un tas de réflexions intéressantes.
Maintenant, il est évident que la complexité de ces phénomènes démultipliée à l'infini pour tous les gens qui n'ont pas réfléchi à ça, qui sont pas prêts, ça risque de créer un chaos total. C'est vrai. Très précis. En plus, il y aura dans une hypothèse endogène, le phénomène, on peut très bien créer le phénomène. On pourrait très bien créer le phénomène, parce qu'on ne connaît pas toutes les capacités de notre cerveau. On pourrait créer les traces au sol. Peut-être. Par exemple, c'est ce que disait Jacques Vallée, hein, que l'hologramme peut avoir une masse aussi. On a imaginé une situation pour les traces au sol, par exemple, un peu plus simple, c'est-à-dire, on a repéré ça dans plusieurs cas d'adolescents. Il faut se méfier des témoignages d'adolescents. Et un jeune qui prétend avoir vu un ovni et trouvé des traces, et c'est lui qui a fait. Quand tu vois un ado qui me dit qu'il a trouvé des traces, moi je me dis, oh là là, c'est peut-être lui qui les a faites. Et ça, c'est la psychologie des adolescents. On peut toujours supposer ça. Il y a des cas où c'est pas possible. Et je pensais par exemple à l'idée que pour les sauterelles, le cas des Villers, vous aviez rencontré Jean Tirode aussi oui, à l'époque. Oui. Malheureusement, tout a brûlé, les 400 cas là. Ça a brûlé. Sa femme avait tout brûlé malheureusement. Elle a tout brûlé. Ah oui. Je savais Alors, pas. ouais. Bon, bah. Là, on se charge aussi de l'élusivité. Ou peut-être que sa femme se disait. Elle voyait que c'était des diableries. Oui. Ouais, c'était des diableries, les sauterelles. L'idée, par exemple, que les sauterelles, les petits phénomènes des lutins, il y a deux solutions en fait. Par exemple, c'est la projection. Est-ce que le phénomène se projette sur nous et voit dans notre inconscient collectif l'idée des lutins, ou alors c'est nous qui projetons en quelque sorte une vision parce qu'ils sont habillés parfois des lutins irlandais, des lutins allemands, ils ont des mythologies locales. Et donc le phénomène agirait en fonction de notre... c'est une idée, Voilà. Oui. Si vous avez une conclusion des travaux sur lesquels vous travaillez actuellement. Eh ben, je continue d'approfondir le concept d'élusivité, mais sous un angle, puisqu'à l'origine j'étais prof de philo, sous un angle beaucoup plus abstrait. C'est ce que m'ont demandé les Américains dans le Virginia, donc c'est une approche qu'on pourrait dire phénoménologique. Dans la philosophie contemporaine, il y a une nouvelle branche qui est en train une branche de la phénoménologie, on peut dire, qui s'appelle la phénoménologie de l'inapparent. Alors la phénoménologie, c'est l'étude de ce qui se montre. Alors, un inapparent qui se montre, là, c'est des ovnis. Donc, ils n'en sont pas encore arrivés aux ovnis, mais je pense que je vais creuser moi. Mais là, ça va devenir très abstrait. Il y a la sémiologie aussi, où le phénomène s'adapte au lieu, au nom des témoins, au lieu des témoins. Ça va très très loin, en fait, dans la réflexion. Il y a les travaux de Philippe Solal aussi, Eric Zorcher qui a fait beaucoup apporter. J'échange avec Solal. Il vient de faire un bouquin très intéressant qui s'appelle Au-delà du miroir. Il défend la thèse de l'imaginaire. Dans Henri Corbin. On est dans... Et un livre à venir peut-être ça. Oui. On travaille à un livre collectif sur les ovnis où je vais probablement donner la version française de mon texte américain. Et puis peut-être aussi, je vais faire une étude plus compliquée, très pointue sur le cadre de Michel H. À travers l'histoire que j'ai abordée. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bartholomé. C'était un honneur de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Allez, bonsoir.